Quand tu fais de la recherche, il y a souvent un moment où tu te retrouves à lutter pour soutenir le regard de quelqu'un qui vient de te poser la question fatidique. Il faut quand même que je comprenne les choses. Qu'est-ce que tu fais vraiment à l'université ? Tant de repenser pour mes collègues en sciences humaines et sociales ou en philo et lettres, parce que quand tu dis que tu fais de la recherche, les gens imaginent souvent quelque chose d'autre. Cette bactérie va changer la face du monde. Plutôt que ce qui constitue véritablement ton quotidien, comme par exemple... Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont fichu avec l'alinéa 5 de l'article 218 de l'arrêté royal? C'est possible que ce soit une erreur de copier-coller, tu crois? Ça n'a aucun sens. Évidemment, quel que soit ton domaine, tu peux connaître des moments de passion ou de dépression. Maintenant, dans mon expérience, les collègues que j'ai entendu parler de leur travail avec un enthousiasme totalement décomplexé, c'était des hommes attachés à un laboratoire. Peut-être parce que qui dit labo dit manipulation, matériel sophistiqué, ce qui correspond en partie à ce qu'on imagine en entendant le mot science. Allez, viens, je te fais visiter le labo. Je trouve que c'est génial ce qu'on y fait. Tu sais, on peut même tuer des gens avec des trucs qu'on a ici, hein. Et moi, avec mon analyse complète des œuvres de Justinien, je tue des centaines d'étudiantes et d'étudiants chaque année. Vive la science. Bref, quand t'as pas de labo, t'es sans doute encore plus à risque de voir tes proches renforcer ton syndrome de l'imposteur en toute bienveillance. Enfin, le plus souvent. Mais qu'est-ce que tu fais pendant des heures sur ta thèse en télétravail? Déjà, je comprends pas ce qu'on peut chercher en romane. Enfin, sauf si t'as perdu ta grammaire, quoi. Non, mais plus sérieusement, tu donnes ton avis sur une question durant 400 pages. Ouais, et c'est tes impôts qui payent. Et d'accord, mais le FNRS, c'est pas pour la recherche scientifique? Toi, t'es pas vraiment une scientifique, si? Magie, je fais partie du personnel scientifique. Qu'est-ce que je fais là? En fait, quand on te demande « Qu'est-ce que tu fais vraiment à l'université ?» tu as le choix entre plusieurs stratégies de réponse. 1. L'évitement. J'aide les étudiantes et les étudiants, je leur donne des exercices, des petits travaux, tout ça. Ok, ça t'épargne les explications sur ta recherche, mais après tu risques de devoir expliquer pourquoi t'as pas congé tout l'été. 2. L'esbrouf. Je fais partie d'une équipe internationale qui mène une recherche de pointe dans un domaine de niche. D'ailleurs, on part à Dallas mardi prochain pour échanger sur nos résultats. Joli! Mais quand t'as dit ça, en même temps, t'as pas dit grand-chose en fait, hein. Et il y a aussi l'absence de stratégie. Concrètement, je fais une thèse, donc je lis, je pense, j'écris, j'efface, je pleure. Ici aussi, il y a sans doute moyen d'être un peu plus spécifique. Finalement, c'est des occasions de t'entraîner à parler de ce que tu fais de la façon la plus précise possible. Et ça, je suis convaincue que c'est bon pour toi avant tout. Premièrement, parce que parler de ce que tu fais t'oblige à clarifier ta propre vision de ton job. Qu'est-ce qui t'occupe au quotidien? Avec quels avantages, quelles difficultés, dans quel but? Plus tu t'appliques à expliquer simplement ce que tu fais et pourquoi, mieux tu visualises tes objectifs. Et ça, en principe, ça facilite ton organisation. Avec des objectifs clairement définis, tu peux savoir s'il est pertinent de participer à telle réunion ou de répondre à tel appel à communication. Et ça ne coule pas forcément de source. Le stress de ne pas en faire assez ou pas assez bien peut te pousser à enchaîner les tâches sans idée très claire de là où elles sont censées te mener. Deuxièmement, si tu souffres parfois du syndrome de l'imposteur, c'est très soulageant de faire cet effort de clarification pour pouvoir expliquer ton travail de façon fluide chaque fois qu'on te pose la question. Troisièmement, parler de ce que tu fais avec d'autres personnes peut t'apporter des nouvelles idées. Par exemple, pour concrétiser un projet de recherche à l'étranger, pour aborder un projet de façon plus originale ou pour débuter un nouveau partenariat. Oui, enfin, on a les colloques pour ça. C'est vrai, mais ce serait dommage de tout miser sur l'une ou l'autre grande occasion pour parler de ton travail. Un peu comme si tu refusais de faire du jogging sur ton temps de midi, parce que tu veux te réserver pour les 20 km de Bruxelles. Je plaiderais plutôt pour des petits entraînements réguliers, histoire de te mettre à l'aise progressivement. Bref, n'hésite pas à te poser de temps en temps pour faire le point sur tes activités, de toi à toi, pour vérifier leur pertinence par rapport à tes objectifs et pour t'entraîner à communiquer sur ton travail dans différents contextes. À l'Université de Namur, le Confluent des Savoirs propose une série d'activités pour apprendre à présenter tes recherches de manière accessible. Et en ce qui me concerne, ce type d'exercice m'a surtout permis de rendre ma recherche accessible à moi-même d'abord. Et ça, c'est vraiment pas du luxe. Si ça t'intéresse, les références se trouvent dans le PDF lié à cette capsule, donc il suffit de cliquer sur le lien mentionné dans les notes. Et j'en profite pour préciser qu'il y a un PDF lié à tous les épisodes de la saison 1, avec des références et des explications complémentaires. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil et à les télécharger, un peu comme pour l'enseignement à distance, quoi. Ça te manque pas, ça, t'es sûr, l'enseignement à distance? J'en dirai quand même un petit mot la prochaine fois, hein.